Située dans la partie sud du Vietnam, Saigon fut débaptisée en 1976 et s'appelle désormais Ho Chi Minh Ville, en hommage au célèbre dirigeant révolutionnaire. Comparativement à Hanoï et à Hue, principale ville du Nord, Saigon est une ville récente car elle a seulement 300 ans. Si Saigon se prépare à entrer dans le XXIe siècle, elle ressemble encore beaucoup à ce qu'elle était autrefois. Les immeubles qui entourent les églises et les pagodes contrastent avec les rizières de la proche banlieue. Ici, l'agitation est permanente. Vélos et motos croisent les cyclopouses et les voitures dans une circulation intense, de jour comme de nuit. L'un des principaux attraits de Saigon est la richesse de l'architecture coloniale, souvenir d'une présence française de 95 années. L'hôtel de ville, qui ressemble étrangement à celui de Paris, illustre parfaitement l'architecture coloniale. C'est aujourd'hui le siège du comité populaire de la ville. La poste centrale, composée d'une immense charpente métallique recouverte d'une verrière, fut construite par Gustave Eiffel à la fin du XIXe siècle. Ornée aujourd'hui d'un portrait géant de l'ancien président Ho Chi Minh, elle reste le lien privilégié entre les Saïgonais et leurs familles parties à l'étranger. Certaines rues ont conservé leur nom français: Pasteur, Calmette, Yersin. L'hôtel Majestic donne d'un côté sur la rue Dong Coi, ancienne rue Katina. De l'autre côté, il fait face au quai qui borde la rivière Saigon. C'est l'un des plus vieux palaces de l'époque coloniale, avec l'hôtel Continental, en face duquel siégeait le quartier général de la très redoutée Sûreté coloniale. Sur la place Lam Son, au croisement de la rue Dong Coi et du boulevard Leloy, l'architecture du Grand Théâtre construit par les Français suggère celle du Petit Palais, à Paris. La cathédrale Notre-Dame est l'un des monuments le plus typiquement France profonde de Saigon. Construite dans un style néo-roman, elle est coiffée de 2 clochers en briques qui soutiennent 2 flèches argentées hautes de 40 mètres. L'église de Chatham, aux murs jaune clair et blanc, date du début du siècle. Au sommet du clocher trône la statue de Francis Xavier Tam Hasson, qui fut vicaire apostolique de Saigon. L'intérieur est d'une grande simplicité. Lieu marquant de la présence américaine, certains monuments ont pris désormais un intérêt historique. Le palais de la Réunification est le monument qui marque la chute de Saigon, puisqu'un char d'assaut de l'armée nord-vietnamienne défonça ses lourdes grilles le 30 avril 1975. L'ancienne ambassade des États-Unis, construite dans les années 60, est protégée par une façade en béton armé, formée d'une multitude d'alvéoles. Entourée de barbelés, elle est l'un des monuments symboles de la fin de la guerre du Vietnam et du départ précipité des forces américaines. On retrouve encore des vestiges de la guerre du Vietnam à Cu Chi, arrondissement rural à 30 km de Saigon. Au site Ben Duoc, on peut visiter le mémorial de la Résistance, où l'on commémore la lutte des maquisards et des civils qui se sont sacrifiés à Cu Chi. On appelle Cu Chi le triangle de feu et le triangle de fer, en raison des bombardements intensifs et de la ténacité des maquisards vietnamiens qui purent résister avec peu de moyens aux attaques de l'armée américaine. Pour venir à bout de cette résistance, les bombardiers B-52 des Américains déversèrent des tonnes de défoliants et de napalm sur les rizières. Ce secteur fut transformé en un véritable désert. À l'époque, le triangle de fer reçut jusqu'à 3600 bombes par jour. Dans ce déluge de feu, les maquisards perdirent 10 000 hommes.
将领要恐惧教导，不见野共游击队在哪里，而到处都是游击。 Les tunnels de Cu Chi constituent aujourd'hui un des sites les plus visités de la guerre du Vietnam. 到处都是战壕，到处都有作战组，地下又是求责的坑道。 C'est un immense réseau de galeries souterraines, creusées à la main par les maquisards pour se protéger des attaques américaines. On y accède par des entrées dissimulées sous les feuillages, mais il existe aussi de nombreuses trappes invisibles. Creusés dès les années 40 par les maquisards du Viet Minh, en lutte contre les Français, les tunnels de Cu Chi passèrent de 17 à 200 km durant la guerre contre les Américains. Mesurant 60 cm de large sur 80 cm de haut, ils commencent à 3 mètres sous terre et s'étagent parfois sur plusieurs niveaux jusqu'à 7 mètres de profondeur. Ils devaient pouvoir supporter le passage d'un char de 50 tonnes ou la chute d'une bombe de 10 tonnes. À côté des tunnels, les visiteurs peuvent admirer les trophées de la guerre du Vietnam. Hélicoptères, bombes, mines, armements américains en tout genre ont été rangés soigneusement, comme pour éviter de tomber dans l'oubli. Walking, step on. Dissimulés sous des trappes invisibles, les tiges de bambou empoisonnées et les tiges de fer blessaient mortellement ceux qui tombaient dans ces pièges. Malgré un déploiement massif de soldats et de moyens perfectionnés, les Américains n'arrivèrent pas à vaincre une population de paysans entraînés à la guérilla populaire, capables de lutter avec des moyens simples mais ingénieux. Pendant la guerre, les paysans durent quitter leur village pour aller vivre dans les bourgs et les villes. La guerre finie, ils retournèrent dans leur campagne pour défricher les terres laissées à l'abandon. Autrefois trouée par les cratères des bombes, la campagne saigonaise est aujourd'hui fleurie, signe de paix et de renaissance. Les rizières s'étendent maintenant d'un vert éclatant, qui se transforme en jaune or à l'époque des moissons. Les récoltes de riz et les cultures maraîchères assurent l'autosuffisance de Saigon. Le Vietnam, qui a longtemps importé du riz, est aujourd'hui le troisième exportateur mondial.
la recherche agronomique et la coopération scientifique avec les Philippines ont permis le développement d'espèces nouvelles, plus rentables. Ces dernières années, la campagne saigonaise a connu de meilleures conditions de vie grâce à l'amélioration de l'infrastructure. Le développement de l'enseignement, des activités culturelles et des services de santé a énormément contribué à ce pas en avant. De nouvelles zones industrielles se sont développées en banlieue. Coupé du monde extérieur pendant une dizaine d'années, Saigon s'est éveillé en 1987 pour prendre son essor en 1991, quand le gouvernement a décidé des mesures de libéralisation économique. Tout change très vite. Le Saigon de demain, avec ses nombreux chantiers de construction, se dessine. Les 2/3 des investissements étrangers sont concentrés à Saigon, qui réalise plus de 35% du produit national brut. Posée dans une boucle du fleuve Saigon, l'agglomération est le premier port du Vietnam. 60% du commerce vietnamien transite par Saigon. Le fleuve est suffisamment profond pour que des cargos de 30 000 tonnes puissent le traverser. C'est un avantage assez rare pour une grande ville située à l'intérieur des terres. Avec une centaine de canaux, Saigon peut communiquer avec les autres provinces du Sud-Vietnam et aussi avec son voisin, le Cambodge. Ici, deux univers se juxtaposent. Le monde industriel et la nature, noyés dans la végétation tropicale et une multitude de chemins d'eau. Sur le fleuve Saigon et dans ses différents affluents, particulièrement dans les arroyos de Ta Tiem, la vie est restée sauvage. C'est un site idéal pour les Saigonais qui cherchent un peu de tranquillité. Sur les quais du fleuve Saigon, les marchands s'affairent. Les promeneurs, de jeunes amoureux et des enfants, forment la génération du Vietnam de demain. Ils viennent accroître l'effervescence qui règne ici. Les moins de 20 ans représentent, à Saigon comme dans tout le sud-est asiatique, plus de 40% de la population. À l'heure de la fin des cours, les Vietnamiennes envahissent les rues, pour le plus grand plaisir des yeux. Beaucoup de Vietnamiens roulent encore à bicyclette, surtout les jeunes Saigonaises, toutes vêtues du traditionnel áo dài blanc. Les deux roues ont envahi le centre-ville. La circulation pétaradante des vélomoteurs augmente l'impression de brouhaha. Depuis longtemps, Saigon est une grande capitale commerciale. Désormais,
la ville rattrape le temps perdu et se jette dans une frénésie de consommation. À Cholon, sorte de Chinatown effervescent, le commerce est tenu par des Vietnamiens d'origine chinoise. Des ribambelles de boutiques et d'échoppes bordent des rues bondées. Le marché Binh Tai, le grand marché de Cholon, est un endroit populaire, plein d'odeurs et de couleurs. On trouve de tout à Binh Tai, des fruits tropicaux, des mangues, des durians, mais aussi des pommes, des oranges et du raisin. À Cholon, le marché An Dong ressemble à un centre commercial à l'occidental. Sur plusieurs étages, on trouve une variété de marchandises. Le centre-ville est envahi par la publicité. Le long du boulevard Nguyen Hue, les magasins présentent des produits électroniques de marque japonaise. Publicité géante, grands hôtels sur fond de drapeaux rouges. N'est-ce pas la société de consommation en pays communiste ? Durant la fête du Tet, la ville explose de joie. C'est le Nouvel An lunaire, la fête la plus importante du Vietnam. Pendant les jours qui précèdent cette liesse populaire, les marchés débordent de produits frais, et surtout de branches de pruniers à fleurs jaunes. Elles servent traditionnellement à décorer les maisons. Avant le jour du Tet, on confectionne le Ban Chung, un délicieux gâteau de riz gluant, enveloppé dans des feuilles de bananier, garni d'une farce composée de viande de porc et de pois cassés. Đây là công trình do một tập thể tác giả nghiên vào đây nhảy lên, đau à, ngồi đây này. Tỉnh đi Sơn La ở cấp điện áp 35 kV. Phát triển mỗi giai đoạn lịch sử có khác nhau, song tất cả những gì đã làm của Bắc Hồ đem lại vẫn còn nguyên ý nghĩa thao Hãy thi công đoạn tuyến đường dây từ Mộc Châu đi Sơn La. Ce gâteau salé a la forme d'un carré, symbole de l'univers et des bienfaits des ancêtres. On pose ce gâteau sur l'autel des ancêtres, à côté de photos, de fruits, de fleurs et de bâtons d'encens. Selon la tradition, le Tet est le seul jour de l'année où les âmes des morts reviennent sur terre. Des familles se réunissent pour les recevoir devant l'autel des ancêtres,
le symbole de la solidarité des générations. Rituel issu de la culture chinoise, le cérémonial des ancêtres est pratiqué par tous les Vietnamiens, quelle que soit leur religion, car ils considèrent que les âmes de leurs parents survivent après la mort et protègent leurs descendants. Dès l'aube du premier jour de la fête du Tet, les Vietnamiens viennent prier et faire des offrandes au temple du maréchal Le Van Duyet, où ils font brûler de l'encens pour célébrer le génie nouveau. Général et vice-roi de la Cochinchine, Le Van Duyet était ami des Français et un des fidèles de l'empereur Gia Long. Dans l'enceinte du temple, l'immense tombeau de Le Van Duyet et de sa femme a été restauré en 1937. À l'intérieur du temple voisin, le portrait de Le Van Duyet est posé à côté des autres divinités. Le passage au temple est un rituel très prisé pour la nouvelle année. Les Saïgonais s'agenouillent devant le deuxième autel, laissant tomber des baguettes de bois portant des inscriptions. Puis ils se rendent à un petit bureau où une personne leur remet, selon le numéro tiré, une feuille de chance. Pendant la fête du Tet, le rite préféré des adultes et des enfants est la danse du dragon, du lion et de la licorne. Symbole artistique de l'imagination des anciens, la tête de la licorne est peinte de différentes couleurs. Une personne porte la tête de la licorne, une autre tient la queue, tous deux se déplaçant au rythme des tambours. À la fin, les danseurs sont récompensés par une somme d'argent qu'ils doivent récupérer en grimpant jusqu'au sommet d'un mât. Les Vietnamiens vivent depuis des siècles dans un univers moral et religieux façonné par des croyances et des valeurs issues du culte des ancêtres, du confucianisme, du taoïsme, du bouddhisme et du catholicisme. Ils ont su s'accommoder de ce syncrétisme. Le caodaïsme est le stade le plus développé de ce mélange. Le christianisme, toujours présent à Saigon et riche de son passé colonial, est pratiqué par près de 10% de la population. Les bouddhistes vietnamiens pratiquent leur religion dans des pagodes entretenues par des bonzes. À Saigon, les pagodes ne sont pas aussi nombreuses qu'en Thaïlande ou en Birmanie. On vient à Saigon pour leur caractère authentique et l'atmosphère de ferveur religieuse qui y règne. Les pagodes à Saigon sont de 3 sortes. Les pagodes construites par les Chinois, qui sont groupées à Cholon et datent de plus d'1 siècle. À l'intérieur de ces pagodes,
on remarque la profusion de caractères chinois et l'omniprésence de la couleur rouge. Les pagodes anciennes, qui appartiennent au bouddhisme du grand véhicule. Elles se reconnaissent à leur statue blanche, déesse de la miséricorde, qui siège souvent à l'entrée des sanctuaires. Les pagodes de construction plus récentes, qui ont une trentaine d'années, comme la pagode de Vinh Nghiem, la plus grande de Saigon. Le jour du Tet, les Saigonais envahissent les pagodes pour prier et souhaiter prospérité et bonheur à leur famille. Le son des cloches, mélangé à celui des prières, leur permet de retrouver calme et sérénité, expression de la véritable âme vietnamienne.